Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Claire Bizet, je suis la directrice du mouvement associatif et j'ai 2 micros. Et je vais tenter d'animer cette première table ronde. Merci d'abord à tous les intervenants et intervenantes de ce matin. Il y a eu tout un temps de préparation avec elle et avec Denis. Malheureusement, les soucis de santé ont fait qu'on ne peut pas faire ça en présentiel. On s'est réorganisé très vite, mais merci à vous d'avoir donné du temps pour la préparation, pour l'intervention et puis pour être avec nous ce matin. Et on vous souhaite un bon rétablissement, bien sûr. Alors, cette première table ronde, on va essayer au travers de différentes interventions et des différents points de vue de nos intervenants de comprendre le phénomène des appels à projets, c'est-à-dire avant de s'intéresser à la question des consortiums. Les consortiums sont nés dans un contexte de politique publique et de généralisation des appels à projets dans les politiques publiques. C'est un phénomène que nous, acteurs associatifs, on connaît bien et qu'on vit depuis au moins 10-15 ans maintenant, qui a des impacts forts sur l'activité associative. Et ça nous semblait intéressant, avant d'aller sur la question des consortiums, de bien comprendre en fait comment cette transformation de politique publique s'est mise en place et les effets que ça a. Alors pour traiter ce sujet, il nous a semblé intéressant de croiser plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est celui d'Éléanore Breton, qui est docteur en sociologie au laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, dit aussi LISE. Je crois que je sais désormais le sens de l'acronyme LISE. Et donc Éléanore a fait une thèse sur le rapport à leur territoire des conseils départementaux, sur la façon dont les pouvoirs publics travaillent ensemble et aussi avec le reste des acteurs, notamment les acteurs associatifs et notamment ceux qui sont en délégation de services publics. Elle a donc travaillé sur les appels à projets qui sont de plus en plus utilisés pour financer les associations et elle va nous donner son retour à partir de ses travaux. On voulait aussi avoir, on va dire, des praticiens et praticiennes de ces appels à projets, avec, toujours pour avoir ces regards croisés. Donc avec Annette Glovacki, qui était récemment encore présidente de l'URIOPS, elle a passé la main, mais elle est toujours très très mobilisée au sein du secteur associatif et donc plus particulièrement du champ du sanitaire et social. Elle a été directrice de centres médico-pédagogiques, puis de la maison de l'enfance et de la famille. Elle a été chargée de mission à l'Observatoire départemental des maltraitances et elle a un engagement associatif important, notamment dans le champ du handicap. Mais vous pourrez compléter aussi les uns et les autres vos portraits si vous le souhaitez, parce que vos parcours ont été riches et je n'en fais qu'une petite synthèse. Et enfin, sur le troisième regard qu'on voulait apporter à cette thématique, plutôt du côté collectivité, comment ça se passe. Donc c'est Denis Valence, qui est l'ancien DGS du département de Meurthe-et-Moselle, qui est désormais consultant auprès des collectivités territoriales et des associations. Et puis qui, dans le cadre de son parcours, il a été directeur d'une intercommunalité, DGS, je l'ai dit, et puis il a aussi un engagement associatif et militant, donc il peut comprendre un peu les deux côtés de la barrière, j'ai envie de dire. Il a été premier vice-président de l'Association des départements de France et président de l'Observatoire national de l'action sociale. Donc ça, c'est pour une présentation rapide de nos intervenants et pour que vous vous situiez aussi d'où ils parlent les uns et les autres et quel regard on va croiser sur cette thématique ce matin. Alors, la première question, je vais m'adresser à Éléanore pour qu'elle nous plante un peu le décor et qu'elle nous dise un peu dans quel contexte se sont déployés ces appels à projets, dans quel contexte de transformation de politique publique on a commencé à mettre en place ces appels à projets. Beaucoup déjà pour cette invitation. Merci à Anaïs et à Marine, au mouvement associatif des Hauts-de-France et de la Fédération des centres sociaux. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger aussi hors des sphères académiques, entre guillemets. Alors juste deux petites précisions pour préciser un petit peu
plus qui je suis, et c'est un lien évidemment avec ce dont on va parler là. J'ai été, avant de faire ma thèse, 2 ans attachée territoriale, donc j'ai travaillé aussi en collectivité, donc j'ai aussi cette double casquette, entre guillemets, de praticienne, même si ça fait longtemps maintenant, et de chercheuse. Et l'autre petite précision, mais c'est pas forcément très grave entre guillemets, c'est que je n'ai pas tant travaillé sur les associations en matière d'appel à projet que sur les collectivités locales. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr ce que je vais dire concerne aussi, peut s'appliquer au secteur associatif, mais je ne me prétends pas du tout experte ou spécialiste de ce domaine. Alors, pour revenir, oui, un peu sur le contexte de l'apparition, l'émergence de ces appels à projets, je distinguerai quatre dynamiques qui se conjuguent, bien sûr. Il y en a peut-être d'autres, mais celles-ci me semblent les plus importantes. La première, peut-être, c'est le contexte institutionnel, c'est-à-dire la construction européenne, l'émergence et le développement des fonds structurels, de la politique régionale européenne. Donc l'Europe avait des sous à distribuer, et bien souvent elle a fait appel, enfin elle a utilisé les appels à projets comme instrument d'allocation de ressources. Donc construction européenne d'une part, décentralisation aussi, avec donc des collectivités locales qui montent en compétences, qui sont dotées de ressources, qui ont envie d'être actrices de leur territoire et de mener des politiques publiques, y compris en dehors de leurs compétences obligatoires. Le deuxième élément, c'est aussi, et ça va aussi avec le premier, bien sûr, ce n'est pas sans lien, le déclin d'une vision un peu descendante de l'organisation du pouvoir qui serait exclusivement détenue par l'État, et concomitamment, du coup, l'idée de développer des formes de gouvernance, des formes de pluralisme où des acteurs, y compris privés, participeraient à l'action publique par le biais notamment de ces appels à projets. Et cela n'est pas sans lien aussi avec le développement d'un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les idées doivent émerger du bas, le développement du territoire doit être donc émergent, ascendant, et non plus seulement dicté par le haut. C'est un peu à gros traits, bien sûr, mais c'est quand même un petit peu l'idée. Le troisième élément, c'est aussi plus tard, hein, là on n'est pas dans la même temporalité, à partir des années 90, je dirais, 90-2000, un contexte aussi de volonté de maîtrise des dépenses publiques. Et les appels à projets sont aussi une manière de faire des politiques publiques avec assez peu de moyens. On y reviendra sans doute ensuite, puisque voilà, ça permet à des collectivités, par exemple, mais aussi à l'État, avec un petit reliquat de financement, de tester des choses, sans forcément s'engager sur le long terme. C'est aussi un problème, évidemment, de la question de la pérennisation des financements. Donc voilà, cette idée de tester une politique publique un peu one-shot, lancer quelque chose, afficher aussi une politique publique. Donc c'est aussi l'idée de l'affichage politique, hein, évidemment, pour les pouvoirs publics, montrer qu'elles font, montrer ce qu'elles font. Et enfin, quatrième élément, je dirais, lié à la gestionnarisation et la managérialisation des politiques publiques, des pouvoirs publics, où les appels à projets sont aussi vus comme sont le produit plutôt de l'importation de principes de fonctionnement issus du monde privé, issus du marché, avec l'idée de mettre en concurrence les projets, de les évaluer, d'évaluer leurs impacts, éventuellement de contrôler leurs dépenses. Donc ça, c'est plutôt au niveau européen. Hein. On sait que ces procédures-là sont extrêmement coûteuses, extrêmement lourdes
pour les porteurs de projets de devoir sans cesse justifier de leurs dépenses. Mais bon, on aura l'occasion aussi sans doute de revenir sur ces différents éléments, mais voilà les 4 grandes dynamiques que j'ai en tête. Merci pour ce premier éclairage. On va poursuivre cette table ronde. Alors pour préciser un peu comment elle a été structurée, on voulait faire cet exposé pour rappeler quand même de façon assez synthétique, mais ça pourra être approfondi après si vous le souhaitez par des questions. Mais voilà, redonner cette historique un peu d'où ça part et de quelle volonté. Ensuite, là, on va regarder et rentrer un peu plus dans la fabrique de ces appels à projets, réfléchir et voilà, voir comment ils sont construits, comment ils sont imposés peu à peu dans l'action publique. On aura ensuite un troisième tour de parole sur quelles sont les conséquences de ces modes de financement sur les acteurs de l'action publique, à la fois les administrations et les associations. Et puis une quatrième partie où on se demandera comment on peut rééquilibrer tout ça et redevenir un peu acteur dans ce contexte. Alors pour entrer dans la fabrique des appels à projets, je vais maintenant donner la parole à Denis pour qu'il puisse nous dire un peu comment ça a été vécu de son côté, comment ces appels à projets sont construits et comment ils se sont imposés peu à peu dans l'action publique. Merci beaucoup Anaïs, bonjour à tous. Désolé de ne pas être parmi vous, on le souhaitait. C'est frustrant pour nous d'abord de ne pas vous voir et de ne pas vous rencontrer en présentiel, mais on va s'adapter aux aléas. Pardon, je vais essayer d'avoir une voix claire néanmoins. Juste une petite modification de présentation par rapport à ce que Anaïs a indiqué sur la fin. J'ai été effectivement pendant 25 ans dans les collectivités locales comme directeur général des services et notamment 17 ans au département de Meurthe-et-Moselle, mais je n'ai pas été premier vice-président de l'ADF ni président de l'Audace. C'était le président pour lequel je travaillais, Michel Dinet, qui a été président de l'Audace et premier vice-président de l'ADF. Mais c'est une petite correction, tant nous étions fusionnels et donc mais il faut remettre à César ce qui est à César. Bravo à la technique pour nous permettre d'être parmi vous. Merci à Eleanor d'avoir campé le décor qui est extrêmement bien synthétisé sur ces 4 points. Comment nous l'avons vécu? Donc j'ai été DGS du département de Meurthe-et-Moselle de 1998 à 2015, jusqu'il y a 7 ans, jusqu'au décès accidentel de Michel Dinet. Et cette question de la commande publique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle traditionnellement la commande publique dans les institutions, c'est-à-dire la manière dont on dépense l'argent d'une certaine manière et dont on prolonge. Il faut rappeler cet objectif-là, peut-être en complément de ce que Eleanor disait, rappeler, les collectivités elles-mêmes hésitent trop souvent à le rappeler, qu'une collectivité ne peut pas tout faire toute seule dans ses compétences et ses politiques publiques et qu'elle a besoin des acteurs, qu'ils soient privés ou associatifs, pour mener à bien sa politique publique. Ça, c'est un élément important à rappeler. On a une forme, parfois, chez certains élus, heureusement pas majoritaires, on a une forme de suffisance, je le dis ainsi, qui semble indiquer que tout ce qui est fait grâce à eux ou grâce à la collectivité. On oublie trop souvent de dire que l'action publique, c'est une combinaison triangulaire, indispensable, entre l'État, les collectivités territoriales et les citoyens, de manière générale, organisés plus ou moins en association ou en collectif ou de différentes manières. Mais sans cette partie citoyenne et de construction citoyenne, la République est bancale et l'État est insuffisant et les collectivités ne le complètent pas suffisamment. Donc il faut remettre l'Église au centre du village en permanence pour redire combien le fait associatif est un élément incontournable de l'action publique et du bien public et du bien commun. Donc tout ce qu'on discute aujourd'hui, on doit le remettre dans ce contexte-là, non pas comme l'Europe a eu tendance à le résumer, parce que
la loi 1901 est un peu particulière en France par rapport aux autres États. Je ne sais pas si Eleanor a pu creuser cela, mais on est une particularité européenne et pour le coup, ça a été assez compliqué de négocier la place des conventions associatives dans les conventionnements européens, tant l'Europe considère qu'une association, c'est un acteur économique comme un autre, donc c'est une entreprise comme une autre. Pour l'Europe, on est des entreprises. Chez nous, en France, on fait une grande distinction, et donc il faut le rappeler. Du coup, du côté du département de Meurthe-et-Moselle, nous avons voulu reconnaître, en direction de l'éducation populaire en particulier, mais dans tous les domaines, sanitaire et social, animation économique, animation territoriale, nous avons voulu faire un acte politique de reconnaissance du fait associatif. Qu'est-ce qui nous permet de faire correctement notre travail de collectivité territoriale départementale? À l'époque, nous avons voulu réaffirmer que nous ne serions rien sans le monde associatif. Si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on a parlé, le président a parlé de plaidoyer tout à l'heure. Dans le plaidoyer du mouvement associatif, c'est présent, et bien entendu, mais dans le plaidoyer pour les appels à projets à venir, il faudra parler beaucoup de cette importance du fait associatif. Il n'y a pas que le privé et le public dans la vie, il y a l'associatif en France. Et ça, c'est important à revendiquer. On n'est pas des organismes privés comme les autres. Comment ça s'était traduit en Meurthe-et-Moselle? Nous avions inventé, pas tout seul, avec les associations, en réfléchissant avec les fédérations, nous avions inventé ce que nous avons appelé le socle de sérénité. Le socle de sérénité, c'était un principe et un dispositif général qui conduisait à reconnaître d'abord le fait associatif par un conventionnement, donc une subvention annuelle dédiée au fonctionnement des fédérations et des associations, en disant nous ne pourrons collaborer et coopérer que si les associations sont reconnues dans leur fonctionnement, c'est-à-dire si elles sont érigées comme interlocuteurs sereins parce que son problème de fonctionnement est d'abord réglé. Quand on passe son temps, petite référence douloureuse, au moment, quand on passe son temps à chercher à manger ou à boire, on n'est pas serein pour discuter et négocier, on n'est pas d'égal à égal. Et donc le socle de sérénité visait à reconnaître le fait associatif par une subvention annuelle aux fédérations d'une somme donnée au niveau départemental et dont nous avions demandé, cas un peu exceptionnel, aux fédérations de s'entendre sur la répartition entre elles, en disant à vous de vous entendre entre vous. Soit vous vous mangez le nez et vous vous chamaillez en permanence et du coup vous n'aurez pas grand-chose, soit vous vous mettez d'accord sur un montant, une répartition, et une deuxième partie de notre intervention départementale sera sur des actions, un programme d'action annuel qu'on négociera d'égal à égal, et là qu'on négociera férocement d'égal à égal, parce que vous aurez été reconnu dans votre fait associatif et que vous aurez la capacité de discuter et négocier, parce que vous ne venez pas chercher à manger, vous venez maintenant traduire vos objectifs associatifs et votre projet associatif, et on discute d'égal à égal. Voilà ce que je voulais surtout rappeler en expérience départementale. Je viendrai dans les prochaines parties d'intervention sur des exemples concrets, évidemment, de déclinaison. Merci beaucoup pour ce premier éclairage qui nous fait un peu rêver, je pense. Je vais me tourner maintenant vers Annette. Alors, on a beaucoup dit que l'Europe avait été, est souvent à la pointe. En gros, on voit arriver les trucs dans les dossiers européens et on sait que petit à petit, ça va s'imposer dans les autres modes de financement public. Moi, j'ai tendance à penser aussi qu'on voit arriver souvent ce qui va s'étendre à l'ensemble du monde associatif. Et en général, c'est souvent le médico-social qui est un peu aussi aux avant-postes de ce qui va nous tomber dessus ensuite par la suite. C'est aussi pour cette raison qu'on a souhaité avoir le regard d'Annette sur comment ça avait été vécu, et particulièrement dans son secteur, ce déploiement des appels à projets. Bonjour à tous, merci d'avoir associé l'URIOPS et de m'avoir associé à cette réflexion. Comme Denis, vraiment désolée de ne pas être en vrai, comme disent les enfants, parmi vous. Alors, comment ça a été vécu? Bien sûr, ça a été vécu comme une perte.
comme une perte à plusieurs niveaux. La première perte, je vais rebondir sur ce qu'a dit Denis Valence, c'est une perte de la reconnaissance de la place, de la dynamique associative dans, entre guillemets, l'activité, j'ai presque envie de dire l'activité démocratique d'un pays. C'est-à-dire que cette perte, enfin, ça traduit en effet cette modification importante des rapports entre les pouvoirs publics et les associations, et ça inverse un mouvement, mais dont on reparlera après. Cette perte de la reconnaissance, elle va de pair avec la perte du pouvoir d'agir des associations. Et donc on voit bien que, d'ailleurs, c'est un mouvement qui n'est pas terminé. Hein. On voit aujourd'hui la place des corps intermédiaires dans la société, enfin, actuelle. Et bien entendu, ce qui va nous préoccuper, c'est comment revitaliser une dynamique globale qui renforce cette place des associations. Et la place des associations, c'est la place des citoyens et c'est la place des personnes concernées. Donc en effet, on voit qu'aujourd'hui, tout compte fait, sommes-nous réellement remis de ce sentiment de perte? Je ne le crois pas. Et je crois qu'elle renforce la responsabilité des associations dans leur capacité à reconstruire et à penser un réel pouvoir d'agir. Voilà ce que je peux dire un peu rapidement sur le ressenti, mais on viendra après sans doute sur ce que ça vient dire au réel. Merci. On va poursuivre et creuser encore la réflexion. On a vu un peu là des éléments, comment ça s'était mis en place, de quelle réflexion ça partait, comment chacun s'est débrouillé aussi avec ce contexte. Je voudrais peut-être revenir maintenant, on a déjà largement empiété sur cette question des conséquences de ce mode de financement. Enfin, Annette commençait là à mettre en avant une conséquence majeure pour le monde associatif, qui est peut-être la perte d'un certain sens politique de notre action, pour le dire vite. Je vais redonner peut-être la parole à Eleanor sur ce sujet pour à nouveau réintervenir un peu sur... Voilà, maintenant qu'on a vu comment ça s'est, dans quel contexte ça s'était mis en place, comment ce phénomène d'appel à projet, qu'est-ce que ça a modifié dans les relations entre les partenaires publics et les associations, et entre les associations elles-mêmes aussi. Oui, effectivement, il y a eu un certain nombre d'effets plus ou moins négatifs de la multiplication de ces appels à projets. Et je voulais, en vous écoutant, là, je pensais à un élément qui me semble assez intéressant, où évidemment par rapport aux structures associatives, les collectivités de manière générale sont perçues comme celles qui allouent les financements et qui vont mettre en concurrence les différentes collectivités. Mais il faut aussi noter, parce que moi j'ai plutôt travaillé sur les collectivités locales, y compris sur les petites collectivités porteurs de projets qui répondaient à ces appels à projets et qui sont donc par ce biais soumises aux mêmes contraintes que les structures associatives. Le fait que les collectivités elles-mêmes sont soumises à cette mise en concurrence et que cette mise en concurrence est largement dénoncée par les associations des collectivités. Je pense notamment à l'association des communautés de France, qui en a vraiment fait son cheval de bataille et qui ne cesse de demander, notamment vis-à-vis de l'État, qu'on mette un coup d'arrêt, véritablement à cette multiplication en fait de ces appels à projets. En termes d'effets, effectivement, voilà, ils sont très nombreux. Alors déjà, il y a cette mise en concurrence qui me semble-t-il, est assez néfaste.
et qui d'ailleurs met le doigt sur une forme d'ambivalence en fait de l'esprit de ces appels à projets qui sont à la fois affichés comme justement permettant un développement de projets, un développement social qui soit plus émergent, où en gros c'est les financeurs qui disent allez-y, parlez-nous de vos projets, montrez-nous ce que vous voulez faire et on vous financera. Mais en réalité, il y a dans le principe, il y a cette idée, ce principe émergent de l'action, mais les collectivités financeuses et les acteurs financeurs plus largement ont un cahier des charges aussi extrêmement strict, et au final revient par ce biais-là une logique un peu verticale du pouvoir où c'est les donneurs d'ordre finalement, ceux et celles qui lancent ces appels à projets, qui ont la main sur la sélection, sur la commande, et on observe du coup à la fois on peut observer un effet de standardisation aussi des projets, alors même justement que l'appel à projet est vu comme quelque chose qui doit renforcer l'innovation territoriale, locale, etc. Donc il y a cette petite contradiction quand même. Et on observe aussi, et moi je me suis particulièrement intéressée à ça, des phénomènes au sein des porteurs de projets d'autodiscipline, qui vont justement avec cette idée de standardisation des projets, c'est-à-dire qu'on va, si on a échoué précisément à obtenir un financement, et bien le prochain coup, on va bien être attentif à calibrer son projet de manière à ce qu'il colle aux critères du cahier des charges, quitte à perdre un peu son âme. Mais la petite nuance quand même, c'est qu'il y a aussi des effets d'apprentissage de ces dispositifs où les porteurs de projets, alors inégalement bien sûr, c'est pas forcément à généraliser, mais les porteurs de projets parviennent malgré tout parfois à contourner les règles et à monter des projets qu'elles souhaitent en suspendant la contrainte de ces règles dans la formulation du projet, par diverses ficelles que ces porteurs de projets apprennent par la pratique, parviennent à obtenir des financements et à monter les projets malgré tout qu'elles souhaitent voir aboutir. Et puis il y a aussi un effet, mais je laisserai mes deux acolytes sans doute en parler mieux que moi, des effets bien sûr de bureaucratisation et de gestionnarisation aussi, où finalement les porteurs de projets passent leur temps à demander de l'argent, à justifier de l'usage de cet argent, à produire les pièces qui permettent de justifier le bon usage de cet argent, et finalement passent plus de temps à faire ça qu'à réellement faire leur travail. Je pense qu'on se reconnaît tous dans ce paysage, et notamment dans cette compétence qu'on a tous et toutes acquis à rédiger des projets qui vont bien rentrer dans les cases des appels à projets, mais sachant que derrière, on va quand même essayer d'avoir de la marge de manœuvre pour faire ce qu'on avait prévu de faire. Mais voilà, et puis les questions de bureaucratisation qui peuvent amener aussi à effectuer une forme de tri aussi des porteurs de projets entre ceux qui maîtrisent toute la technicité qui est nécessaire pour monter les projets et en rendre compte, et puis ceux qui sont plus débutants ou plus petits ou moins experts sur ce domaine. Denis, vous parliez tout à l'heure de rentrer dans des cas un peu concrets. Est-ce que vous voulez illustrer un peu ce qu'on vient de se dire et poursuivre un peu votre intervention en rentrant dans ces éléments plus concrets? Oui, volontiers. Alors, un peu comme Eleanor, je reviens un tout petit peu en arrière quand même sur les motivations de départ qui expliquent la suite des exemples. En tant que collectivité, au risque de provoquer un peu, y compris ma fibre associative, j'ai été confronté quand même, en tant que dirigeant de collectivité, au côté un petit peu immuable du
du panel d'acteurs associatifs auxquels le département avait affaire dans la phase antérieure de conventionnement, avec une logique, je le dis pour provoquer, mais parce que c'était la réalité pour certains réseaux aussi, de rente de situation. On avait la convention annuelle avec la collectivité, parce qu'on le valait bien, et qu'on ne pouvait pas imaginer que cette convention change ni de ce module, si ce n'est à la hausse au moins de l'inflation, voire y ajouter quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires ou milliers d'euros supplémentaires pour des actions nouvelles. Et donc, qu'est-ce que donnait cet échafaudage ou cette mosaïque auto-bloquée au niveau départemental? J'ai oublié de signaler que je suis depuis 2 ans élu local maintenant sur une intercommunalité rurale et que je suis confronté au même problème. C'est que quand vous avez une enveloppe fermée, de plus en plus fermée, et maintenant en diminution au niveau des collectivités parce que les crédits publics diminuent, et que vous avez des acteurs historiques présents, plutôt souvent imposants, imposant politiquement, imposant d'un point de vue du nombre d'adhérents et de la force de la structure technique embauchée par ces associations, eh bien vous êtes confronté à, sur un budget de 100%, vous avez en fait 2 ou 3 ou 5% de latitude, parce que quand vous reconduisez les conventions de l'année d'avant, vous avez déjà 95% du budget bloqué, voire 105 ou 110%, et vous êtes obligé de faire une réduction de crédit. Donc, je fais exprès de me mettre du point de vue des collectivités pour nous provoquer ensemble et comprendre en quoi les collectivités sont amenées à trouver un système qui permette de faire la place à des nouveaux acteurs, parfois des petits acteurs, parfois les acteurs innovants, parfois des acteurs créatifs, dont les anciens acteurs ne sont pas forcément moins créatifs, mais dont, convenons-en, les anciens acteurs ne se remettent pas toujours en cause sur leurs fondamentaux de coûts de fonctionnement et de montée en charge de leur propre structure technique, qui devient parfois aussi une technocratie. Parce que le pouvoir associatif des élus associatifs est relatif dans certaines grosses associations, je le dis comme je l'ai constaté, et que parfois ce sont les directeurs qui cooptent leurs présidents plutôt que les présidents qui embauchent les directeurs. Je fais exprès de provoquer parce que je l'ai rencontré. Je ne fais pas généralité, bien entendu. Et donc ça nous oblige à réfléchir ensemble, nous, collectivités et associations, et je suis dans les deux, donc le nous, je me l'applique aussi, à trouver des modes d'articulation pour sauvegarder cet esprit de la loi de 1901 dynamique qui est le fait associatif et l'esprit citoyen d'une collectivité qui doit écouter ses représentants de la société civile dans une logique, et en cela l'appel à projet est intéressant. J'ai un projet politique et un cap que je fixe, et je fais appel à tous les projets qui viendraient s'inscrire dans ce cap politique. C'est ça l'essence même théorique de l'appel à projet. Mais à tout ce que vous avez, Éléonore notamment, bien ciblé comme risque. Et donc, j'ajoute à ce qu'a dit Éléonore que j'ai constaté à l'interne des collectivités un processus extrêmement vicieux d'accumulation de normes. C'est-à-dire non seulement l'appel à projet devrait être rédigé complètement différemment d'un appel d'offres. Or, j'ai vu des équipes techniques internes, et notamment juridiques, dans les collectivités, reconstruire un cahier des charges d'appel à projet qui est quasiment au mot près le même qu'un appel d'offres. C'est-à-dire que sous couvert d'une nouvelle dénomination, le cheval de Troie puissant de la norme juridique a reconstruit des appels d'offres. Et ça, il faut le combattre. Dans les plaidoyers futurs, il faut le combattre. Un appel à projet ne doit pas être rédigé du tout de la même manière qu'un appel d'offres. On doit d'abord dire le projet, le cap politique. Et on ne doit pas cantonner, contingenter la réponse à des normes techniques ou à des critères techniques extrêmement tendus, serrés, étroits. Sinon, c'est un appel d'offres, point. Et ce n'est pas un appel à projet. L'appel à projet doit laisser la latitude de réponse extrêmement grande. Et en particulier, il ne doit pas être jugé dans les mêmes règles qu'un appel à projet. Or, je vois au quotidien que les collectivités continuent à les juger de la même manière. Elles ont un tableau de critères. Vous répondez bien ou pas à chaque critère. Vous avez une note de 1 à 10. Et ça, c'est de l'appel d'offres, ce n'est pas de l'appel à projet. L'appel à projet, il doit être jugé politiquement. Il doit être jugé par un comité, un groupe d'élus et pas un groupe de techniciens. Il doit être jugé de manière politique. Est-ce que le projet politique que j'ai affiché
croise le projet associatif de l'association. Ça, il faut l'exiger dans un plaidoyer. On est revenu dans des logiques extrêmement technocratiques dans laquelle l'appel à projet est jugé comme si c'était un appel d'offres. Or, ce n'est pas un appel d'offres. Il faut juridiquement se batailler là-dessus. Et les structures le remettent souvent en cause par l'addition des normes internes. La question finale qui est en cause dans les associations, c'est pour trouver cette souplesse d'intervention dans le cadre de l'action publique et des moyens publics restreints, c'est à quoi se revendique l'appel à projet, plus de souplesse, plus de diversité d'acteurs, etc. En fait, il y a un combat permanent entre diversité d'acteurs, créativité, innovation, etc., et de l'autre côté, pérennité des acteurs. On ne stabilise pas une action publique. Puis, si on revendique être co-auteur des politiques publiques, on ne la stabilise pas s'il n'y a pas un peu de pérennité. Mais à l'inverse, si on ne joue que la pérennité, comme on a été tenté de le faire, reconnaissons-le, en disant on veut le même montant que l'année d'avant, ça veut dire quoi on veut le même montant que l'année d'avant? C'est qu'on ait une sorte d'administration prolongée. En revendiquant la même, je fais exprès de vous provoquer, en revendiquant la même subvention que l'année dernière pour payer nos salariés, on revendique le fait d'être une administration déconcentrée ou décentralisée ou prolongée. C'est-à-dire qu'on se revendique membre de l'administration, je fais exprès de vous provoquer. Et donc la question, évidemment, elle est comment trouver l'équilibre entre pérennité et créativité. Comment démontrer qu'on a besoin d'une pérennité pour être des acteurs dans la durée, sinon on ne fait pas bien notre boulot et la connaissance du territoire se perd. Et comment en même temps accepter une souplesse, une adaptation permanente, une agilité permanente, comme disent les libéraux, mais que je ne reconnais pas comme terme libéral. L'agilité, c'est la capacité d'être en réponse aux besoins de l'usager qui sans arrêt évolue. Et comment on arrive à démontrer les deux? L'appel à projet, dans la complémentarité telle que vous le travaillerez dans la deuxième table ronde autour des consortiums, peut en être une voie, mais je le revendique aussi, la convention combinée, c'est-à-dire une convention discutée non plus en bilatéral avec chaque fédération ou chaque association, mais en collectif, en mettant tous les acteurs autour de la table et en disant on ne va pas tourner autour du pot, la collectivité, on n'a plus les moyens qu'on avait avant, comment on réfléchit ensemble à un meilleur partage du gâteau? Et ça, c'est une autre voie encore que l'appel d'offres ou l'appel à projet, c'est la convention négociée collectivement. C'est ce qu'on appelle dans le syndical une convention de branche. Comment on réfléchit avec tous les acteurs au partage de l'enveloppe publique que la collectivité aura à attribuer au final, autrement que par l'appel d'offres ou que par la convention reconduite d'année en année, qui n'est plus possible financièrement et qui ne fait plus la place aux petits acteurs, ou que l'appel à projet un peu bête et méchant qui serait juste un copier-coller avec un autre titre des appels d'offres. Voilà l'enjeu aujourd'hui pour nous, je crois. Merci. Là, j'ai forcément envie de me tourner vers Annette pour lui demander qu'est-ce qu'elle pense de ça, et de comment résoudre cette tension-là qui vient d'être énoncée, en tout cas du côté des partenaires publics, entre favoriser une nécessaire diversité d'acteurs et en même temps assurer la pérennité des acteurs qui interviennent pour le compte de l'État ou des collectivités. Alors, je vais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Denis Valence, sur cette pensée, sur les rapports entre les pouvoirs publics et les associations, et j'ai peut-être envie de dire comment regarder l'histoire et l'évolution induite par l'évolution du cadre juridique et réglementaire et financier d'ailleurs, pour que les associations se constituent comme un interlocuteur solide, fiable et crédible vis-à-vis des pouvoirs publics, dans ce que Denis évoque de ce nécessaire rapport d'échange et d'interdépendance, tout compte fait. Et donc, peut-être revenir un peu sur l'histoire. L'histoire dans le secteur sanitaire, social et médico-social fait que tout ce qui a été création, innovation, a été porté par les assos et que les pouvoirs publics ont accepté de s'engager
par rapport aux propositions qui étaient faites par les associations dans le champ du handicap. On voit bien l'importance du mouvement parental, par exemple. Dans le champ de la personne âgée, tout ce qui a été une pensée sur l'évolution des structures d'hébergement, etc., une association comme les Petits Frères des Pauvres a été essentielle. Dans le champ de la protection de l'enfance, comme dans le champ de la lutte contre l'exclusion, et bien l'importance des associations caritatives, par exemple. Et donc, on était dans un mouvement où tout compte fait, c'était le militantisme associatif qui poussait à la création et qui donnait l'impulsion pour développer des moyens financiers. Et donc, la gestion venait soutenir le militantisme. Et puis, on a vu qu'on entrait dans des rapports inversés, c'est-à-dire c'est le cadre juridique et le cadre financier qui pourrait piloter et qui ferait perdre cette force du militantisme. Et d'ailleurs, on peut dire qu'un certain nombre d'associations se sont laissées prendre au jeu. La complexité dans laquelle nous sommes, du point de vue de la gestion des associations, fait que, notamment dans le champ du social et du médico-social et du sanitaire, où il y a des associations de grande taille, eh bien, effectivement, on discute plus gestion que militantisme. Et donc, je pense qu'il est essentiel de revenir à l'essence même de l'assaut, c'est-à-dire cette force de mobilisation citoyenne et de participation citoyenne pour créer, entre guillemets, une juste appréciation du besoin. Donc ça, c'est peut-être le premier mouvement. Dans l'impact historique, on pourrait aussi dire d'ailleurs que l'appel à projet n'a pas été, entre guillemets, enfin je vais revenir sur ce que disait Denis, pardon, je reviens un peu en arrière. Mais en effet, on a vu, Denis vient de nous le rappeler, l'association considérée comme une entreprise. Et donc on voit bien qu'à côté va se poser tout le cadre de l'évaluation, du reporting, etc., et donc de tout ce qui va, entre guillemets, mobiliser des moyens associatifs auxquels ne résisteront pas un certain nombre d'associations de petite taille qui n'ont pas les moyens de entre guillemets, de s'inscrire dans cette dynamique. Et donc on voit bien qu'il y a un vrai risque, j'ai presque envie de dire, de perte de la biodiversité associative. Et donc peut-être que ce que nous pouvons retenir de ce mouvement et de ce qui a été dit antérieurement, c'est comment revitaliser la dynamique associative, entre guillemets, au sens de son esprit même, qui est le militantisme et du militantisme dans les associations. Et puisque Denis parlait, j'ai presque envie de dire, de la réhabilitation du politique dans les pouvoirs publics, peut-être qu'il faut réhabiliter le politique dans les associations et la dynamique des conseils d'administration par rapport à la dynamique de gestion et retrouver un équilibre entre la dimension technique et la dimension militante. Je peux me permettre un exemple, Anaïs, si c'est possible? Oui. Alors c'est clair, mais vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Et Pardon, oui, bien sûr, allez-y. Merci. Je peux un exemple, notamment dans le domaine médico-social qu'évoquait Annette, où il y a par nature des grands intervenants. Nous avions en Meurthe-et-Moselle, et il y a toujours un gros intervenant. Quelque part, et qui encore est donné une possibilité. Ah, on a un souci de son. J'ai entendu quelqu'un, je ne sais pas si je parlais en même temps. Non, vous pouvez y aller, allez-y. Bien, donc pour illustrer ce qu'évoquait Annette, dans le champ du médico-social, nous avions en tant que département, comme dans beaucoup de départements, un grand acteur dépendant de l'UNAPI, qui s'appelle l'AEIM, peu importe, en Meurthe-et-Moselle, qui avait quasiment le monopole de l'intervention sur les établissements de personnes handicapées. Si nous avions reconduit d'année en année les conventionnements, nous n'avions pas de place possible pour de nouveaux projets émergents. Lorsque nous avons donné un cap d'amplification de l'accueil des personnes handicapées, et notamment handicapées mentales,
sur le département, au lieu d'aller trouver l'AEIM pour lui dire construisez-nous un nouvel établissement, nous sommes passés par l'appel à projet en disant voilà le projet politique du département, des établissements ancrés dans leur territoire avec une forte présence dans le projet associatif des parents et des partenaires locaux, etc. Et il y a un projet local qui a émergé, qui s'appelle Équipage. Vous pourrez aller voir Équipage en Meurthe-et-Moselle, c'est à Diarville, dans un petit village, et où l'association de parents est venue nous trouver en disant enfin, grâce à votre appel à projet, nous allons avoir voix au chapitre parce que nous ne voulons pas d'une antenne de l'AEIM sur notre territoire, nous voulons un projet participatif, citoyen, où les habitants du secteur portent le projet, le gèrent, l'autogèrent, et nous avons un projet qui est constitué, qui a été inventé complètement à partir des handicapés eux-mêmes et de leurs parents et de leurs familles. Ce projet-là n'aurait pas pu trouver sa place. Et l'AEIM, d'ailleurs, l'a salué en disant « Mais nous sommes trop importants en termes de structure, d'institution, pour laisser la place à un projet comme celui-là, et donc nous nous réjouissons qu'un projet comme celui-là. Ils ont même proposé leur gestion, leur capacité de gestion pour venir aider cette structure naissante à gérer. Voilà ce qu'un appel à projet peut constituer de positif, à condition que, encore une fois, le cahier des charges, et c'est cela qu'il faut obtenir auprès des collectivités, ne soit pas alambiqué au point qu'une petite structure naissante n'aurait jamais pu répondre à un appel à projet. Les élus sont venus sur place et l'appel à projet s'est construit par itération entre des rencontres entre élus et responsables associatifs, les parents, puis petit à petit, les services du département eux-mêmes se sont mis à la disposition de l'association pour les aider à constituer leur dossier. Donc c'est un aller-retour, on est très loin de l'appel d'offres, c'est un aller-retour permanent de co-construction des projets. Donc pour arriver à cela, moi je vois au moins 4 conditions. La première, c'est qu'il faut que la collectivité, on l'a dit et je le redis, ait bien préparé un cadre de discussion et non pas un appel d'offres, un cadre de discussion et de négociation. C'est ça un appel à projet. On cible le cap, on indique le cap, on dit les conditions dans lesquelles ça va se réaliser et on institue un dialogue de discussion, un dialogue de négociation, une période où on peut faire des allers-retours et non pas juste un projet, point, c'est bouclé, on ne discute plus. Ça, c'est de l'appel à projet, ça, c'est de l'appel d'offres. Et puis un jury politique, je l'ai dit. Deuxièmement, il faut que le monde associatif se prépare à bien comprendre la collectivité et ce qu'elle veut. Et que le monde associatif ne se cantonne pas à répondre à l'écrit qu'il a reçu. Il demande des réunions à la collectivité, il va la rencontrer, il rencontre les élus pour bien comprendre leur projet. Tout ça est d'autant mieux préparé, troisième point, si on a un partenariat antérieur avec la collectivité. Si la collectivité nous découvre au moment de l'appel à projet, il y a forte chance qu'on ne soit pas retenu parce que c'est plus le moment de découvrir l'association. Donc il faut aller se faire connaître, il faut aller rencontrer les élus, il faut aller revendiquer l'originalité de ce qu'on porte. Ce qui fait que le jour où il y aura un appel à projet, ah tiens, c'est Équipage qui répond, on les connaît, on les a vus à tel moment, il faut faire attention à ce projet. Et enfin, mais ça c'est la table ronde suivante, il faut s'organiser en consortium et en complémentarité pour répondre. Vous aurez d'autant plus de chances de ne pas vous faire doubler par le privé, parce qu'attention, le privé vient aussi sur le champ de l'éducation populaire. On l'a vu arriver avec les gros sabots dans le monde du médico-social, et il arrive aujourd'hui dans de multiples domaines. Je ne mène pas une guerre contre le privé, comme certains l'ont pu évoquer à certaines époques, mais en tout cas, je pense que les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes. On l'a vu avec le conflit Orpea récent, et les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faut qu'on fasse attention aussi à ne pas, finalement, pour être de bons élèves, à devenir des quasi-privés, en répondant tellement bien, tellement policés et tellement lissés, qu'on en serait assimilé, comme l'Europe l'avait dit à un moment, à une entreprise privée. Merci. Juste avant qu'on donne la parole, qu'on vous donne la parole pour un échange plus interactif avec nos intervenants et intervenantes, peut-être redonner la parole brièvement à Eleanor au regard de tout ce qu'on a évoqué, tout ce qu'on a entendu, et
de vos observations. On voit bien qu'il y a une perte de sens et une perte du politique du côté des associations, mais aussi du côté des collectivités, avec une attention, je vais le dire comme ça, de façon schématique, mais qui serait plus portée sur la forme qu'au détriment du fond. Est-ce que voilà, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce constat et peut-être aussi sur les éléments là de propositions qu'ont fait Annette et Denis pour lutter contre ça? Oui, alors, je voulais juste revenir sur deux choses qui sont en lien avec ce que vous venez de dire. Effectivement, hein, je rejoins Denis et Annette sur cette question de la tension entre l'aspect positif du principe d'appel à projet, qui est de faire émerger des projets de petites structures qu'on n'aurait pas forcément identifiées sinon. Mais bon, l'autre aspect l'autre facette de cette réalité-là, c'est que on observe quand même que bien souvent, ce sont les grosses structures ou les grosses collectivités, en l'occurrence, parce qu'on observe en fait les mêmes phénomènes, qui sont en mesure, qui ont les ressources en termes de personnel, en termes d'expertise, en termes d'ingénierie, pour répondre à ces appels à projets. Alors, ce qu'on observe aussi de plus en plus, pour pallier justement à cette inégalité-là, c'est que les collectivités, et pas seulement, aussi des opérateurs de l'État, des agences aussi, offrent, enfin, allouent de l'ingénierie à ces petites collectivités. C'est-à-dire que au lieu de donner des financements, et en plus, elles vont aussi aider ces petites collectivités à comprendre le cahier des charges, à monter leur projet, à le formuler, à le structurer d'une manière à ce que ce soit à la fois à ce que ça réponde aux attentes, à la commande politique, et puis aussi voilà, de manière à ce que ça puisse générer une dynamique sur le territoire. Là, je pense au projet de territoire en l'occurrence. Donc il y a quand même cette tendance-là qui est de plus en plus forte. Alors bon, après, ça c'est mon côté un peu sociologue peut-être qui me pousse à voir un peu le revers de la médaille de tout ça. Ce qu'on observe aussi, c'est que cette offre en ingénierie, elle a tendance aussi à remplacer une offre de financement qui précisément se rabougrit, quoi. Donc bon, c'est toujours un peu le problème. Et puis, j'avais un autre... Ça y est, ça m'a échappé. Je voulais dire autre chose et j'ai un peu oublié. Ah oui, si, ça y est, voilà, pardon. Sur les possibilités un peu de résoudre ces apories et les effets pervers dont parlait Denis, notamment de ces appels à projets, se développent aussi de plus en plus. C'est des choses, j'imagine, auxquelles vous êtes sans doute un peu familiers, parce que on les voit de plus en plus, les fameux AMI, les appels à manifestation d'intérêt, qui portent justement, qui poussent justement cette idée de co-construction des projets. Donc c'est pas donnez-nous nos projets, on les évalue et de façon un peu sentencieuse, certains sont financés, d'autres non. Là, voilà, c'est un système un peu hybride qui permet du coup d'identifier les structures qui seraient intéressées pour mener tel ou tel projet et qui répondraient du coup à la commande politique, enfin, en tout cas au désir des pouvoirs publics de mener telle ou telle politique. Et on est là sur un travail de plus long terme, plus en profondeur, où il s'agit véritablement effectivement de co-construire, enfin, en tout cas dans le principe de ces AMI, de co-construire le projet et d'ensuite de répartir le financement entre les différentes structures qui se seraient positionnées et qui seraient à même de monter les actions en question. Merci. Alors, effectivement, on les a vus arriver, ces fameux amis. Et je vais peut-être juste demander brièvement à Annette ce qu'elle en pense des amis. Sont-ils nos amis ?
le micro, Annette, pardon. Vous ? C'est bon. Voilà, je suis un peu embarrassée parce que je vous entends très mal et du coup j'ai un peu de mal à voir le sujet sur lequel rebondir. Alors, merci si vous pouvez me répéter la question. Pardon, oui. Et Éléonore évoquait la question. J'entends mieux Denis, peut-être que Denis peut traduire. La question était de savoir si les amis étaient nos amis. C'est-à-dire que si les AMI étaient une option plus constructive et positive pour le monde associatif que les appels à projets. Alors, je vais vous faire une réponse extrêmement normande. Je me suis demandé si les appels à manifestation d'intérêt étaient un habillage des appels à projets qui les rendaient, voilà. Peut-être que pour un appel à manifestation d'intérêt fonctionne, je vais revenir quand même, je vais revenir un peu en arrière sur ce que Denis nous disait de la nécessité pour les associations, effectivement, d'être dans une dynamique plus collective, plus interassociative, plus réseau, etc. Mais je pense aussi qu'on a une vraie question, et je suis pas sûre de bien répondre à la question des appels à manifestation d'intérêt quand je dis ça, mais on a une vraie question sur aujourd'hui l'émiettement des champs politiques, c'est-à-dire qu'on voit bien effectivement l'émiettement des financeurs. Et donc, comment aujourd'hui essayer dans un territoire d'avoir une vision qui soit suffisamment partagée entre les différents financeurs. Enfin, on voit bien que les pouvoirs publics sont extrêmement corsetés aussi dans leur, presque envie de dire, dans la délégation qui leur est faite. Aujourd'hui, par exemple, si je prends le champ de la prévention, qui réarticule le social, le sanitaire et le médico-social, on voit bien que entre les financements d'État, les financements départementaux et la place qu'on pourrait accorder aux collectivités locales, eh bien, on est en grande difficulté. Et donc, l'appel à manifestation d'intérêt, c'est peut-être une formule plus souple qui sort effectivement de ce risque qu'on confonde un appel d'offres et un appel à projet, voilà. Mais en même temps, je pense qu'il ne pourrait y avoir de véritable, entre guillemets, dynamique de cette, j'ai presque envie de dire, de cette élaboration conjointe d'un besoin du territoire et de la manière d'y répondre, que si on pense aussi le lien entre les différentes collectivités et la manière de les rassembler. J'ai démarré par le champ des financements, mais tout ça nous renvoie à la question des politiques de territoire, des projets de territoire. Et je vais redire l'importance des associations par rapport à la capacité de créer des dynamiques de territoire. Voilà, j'ai répondu à côté, hein, j'en suis sûre. Non, non, pas du tout. Je peux compléter Alors, rapidement, puis après, il faut qu'on donne la parole à la salle, okay. Parce que je pense que peut-être ça suscite des réactions. Trois remarques. Personne n'empêche une collectivité de faire un appel à projet sur simplement une présence territoriale de tel ou tel. J'ai un besoin d'animation jeunesse sur un territoire et je fais un appel à projet auprès de tous ceux qui peuvent assurer cette animation territoriale pour qui sera doté, cet appel à projet, d'une convention d'aide au fonctionnement pour 3 ans ou pour 5 ans. Donc, l'appel à projet n'est pas du tout restrictif en termes de périmètre. Et les collectivités, le président a évoqué au départ, dans son introduction, la question du maillage territorial. C'est ce que nous avions fait à l'époque. Le maillage territorial peut tout à fait être réglé par un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt, j'y reviendrai, et de dire une collectivité, par exemple département ou métropole ou région, dit j'ai besoin de un ou plusieurs acteurs associatifs en présentiel sur le territoire en matière d'animation gérontologique ou d'animation jeunesse, et je fais un appel à projet pour la présence territoriale conclu par une convention pluriannuelle de 3 ans ou de 5 ans en fonctionnement. C'est tout à fait possible. Deuxièmement, Annette a tout à fait raison de souligner la superposition des donneurs d'ordre. Et le millefeuille n'est pas fatalement
un millefeuille de concurrence. Les collectivités sont parfois trop en concurrence, notamment sur la jeunesse, sur les personnes âgées, tout le monde en veut en faire. Nous avons pratiqué un moment sur le territorial et sur le socle de sérénité dont je parlais, nous n'étions pas seuls. Nous avions été chercher l'État, où Jeunesse et Sport à l'époque avait mis 30 FONGEP en jeu en disant « je mets à disposition de ce socle de sérénité 30 FONGEP au niveau départemental ». Avec aux côtés du département, les communes et les intercos avaient dit nous mettons 20% du financement de ce socle de sérénité, etc. Donc en gros, il n'y a pas que le monde associatif qui a le droit d'être intelligent. Les collectivités aussi ont le droit d'être coopératrices et de s'entendre entre elles pour offrir une même plateforme de financement combinée aux acteurs locaux. On le fait exactement, c'est incroyable, on le fait dans le milieu de l'entreprise. On fait toujours des tables rondes d'accueil d'entreprise et chacun dit je pourrais mettre 20%, je pourrais mettre. On sait le faire entre collectivités. La région dit je mets 20%, l'interco dit je mets 10%, etc. On le fait pour les entreprises, pourquoi on ne le ferait pas pour les associations? Et enfin, troisièmement, ça peut se traduire aussi, de la même manière qu'il y a des appels à projets ou des AMI, par un groupement de commandes. Dans la loi, juridiquement, ça existe, un groupement de commandes, on le fait pour le gaz, on le fait pour l'électricité, on pourrait très bien le faire, un groupement de commandes en direction du milieu associatif, département, commune, intercommunalité et aux métropoles. Ben merci pour tous ces éclairages. Je pense peut-être vous avez envie de réagir ou de poser des questions, d'approfondir des points ou d'apporter des témoignages. On va vous faire circuler un micro. Ça va être le mien, ben voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la richesse des propos et je veux saluer en effet ce qui est exemplaire, en tout cas qui est ce socle de sérénité que vous avez mis en œuvre en Meurthe-et-Moselle. En effet, c'est assez enthousiasmant et ça mérite d'être applaudi et certainement d'être généralisé. Voilà, moi je suis Xavier Galland, je suis le directeur de la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. Et en fait, je passe ces derniers temps, il y en a quelques-uns qui m'ont déjà entendu le dire. J'arrête pas de faire des parallèles avec dans le secteur que je représente, dans notre réseau. Le secteur, on va dire, allez, je vais le dire vite, de la transition écologique, solidaire. On se trouve aujourd'hui dans ce secteur-là, à mon sens, au même niveau que ce qui s'est passé dans le sanitaire et social il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions de transition ne sont plus débattues, elles sont nécessaires et elles sont, la bataille des idées est gagnée, telle qu'on me l'a encore redit hier, de la part de la vice-présidente de l'AMEL. Donc de quoi vous plaignez-vous, Xavier? La bataille des idées est gagnée. Donc c'est nous qui commandons. La puissance publique, dorénavant, a besoin d'avoir des actions de la transition et elle souhaite qu'il s'en produise sur son territoire. Et ce que je vois là poindre dans le réseau de la MRES, pour le coup, c'est de plus en plus, en effet, des projets associatifs qui sont appelés à devenir des prestataires sur des commandes qui sont appelées partout. Et donc, on vit exactement les choses que vous venez de décliner. Et donc, je fais, pour arriver un peu à une question, à un témoignage, hier, nous étions en comité partenarial où on essaye de réunir nos partenaires. Et c'est assez, de certaine façon, édifiant d'entendre que finalement, c'est toute la discussion de comment on met les financeurs publics autour d'un projet. Donc on passe du temps nous, à rappeler quel est notre projet associatif et à expliquer un certain nombre d'actions. Et d'entendre l'instance qui représente, on va dire, la région ou l'ADEME régionale ou l'État, de dire mais si vous travaillez avec le territoire, eh bien c'est une réponse à la demande du territoire, donc moi je ne vais pas soutenir votre projet. Et en l'occurrence, on est obligé de se tourner vers les uns et les autres pour dire mais dans ces cas-là, s'il n'y a plus que le territoire qui le finance, ça devient pour le coup une commande, un appel à projet, 100% de financement. D'ailleurs, ça coûtera plus cher à cette collectivité. Et donc, expliquez-moi en quoi un EPCI n'est pas à la maille de la région et comment la région n'est pas un assemblage de PCI et qui veut financer quoi. Enfin bref, donc, mais on est tous confrontés à ça. Moi, ça m'appelle à une réflexion, là, une forme de proposition. Je sais pas, une espèce de tonneau des Danaïdes qui serait ce fonds, peut-être le fonds vert national ou européen, qui permettrait en effet d'éviter de chercher ce cofinancement puisque les uns les autres ne veulent pas le mettre,
ce sujet-là qui serait potentiellement cette ligne des 20 ou 30% de financement qui permettrait de sortir du financement 100% d'un commanditaire. Enfin, j'essaye de trouver des réflexions, des choses à construire parce que je pense qu'on est arrivé dans finalement dans ce cul-de-sac qui envoie toutes les questions sur le sens de la vie associative de CA qui ne sont plus que des CA gestionnaires. Et je suis bien d'accord avec vous, Madame Glovaki. En effet, il faut redonner du politique dans nos instances associatives, quoi. C'est essentiel. Excusez, c'était pas des questions, c'était des partages de remarques. Merci pour ce témoignage. On va prendre plusieurs réactions, plusieurs questions d'un coup. Comme ça, on pourra laisser les intervenants y répondre. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions très, très riches et documentées. Donc moi, je suis engagé bénévolement à la Nef pour la Banque Éthique qui finance aussi des projets, notamment associatifs. Alors, j'ai une question plus peut-être pour Denis Valence. Moi, ce qui me faisait réfléchir là, dans vos interventions, c'était en termes de décision de la collectivité, de dire on va financer ou non. Je me posais la question, quel était le pourcentage du technicien, de l'agent de la collectivité et celui de l'élu, et quelle articulation il y avait entre un élu d'une collectivité sociale sur un mandat et un portefeuille et les agents. Et donc, est-ce que ça joue ça effectivement dans l'instruction des dossiers quand on est sur des appels à projets? Je sais, vous pourrez peut-être me dire, je ne sais pas si vous avez un observatoire des élus, mais souvent dans les petites collectivités territoriales, les élus peuvent manquer de formation, ils ne connaissent pas toujours bien leur sujet, et du coup, où on peut aussi monter en qualification les élus des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions ? Thierry Coulomb de la Fédération des centres sociaux. Je salue Annette et Denis et merci de la clarté de vos interventions. Peut-être un questionnement un peu aussi provocateur, parce que dans la temporalité que Eleanor a rappelé de la création ou de la multiplication des appels à projets, on a vu aussi l'émergence de l'économie sociale qui est parfois solidaire. On a vu, et donc, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard notamment que ces secteurs-là, hyper valorisés parfois par l'État, par les collectivités locales, et voilà, est-ce que c'est un hasard? Et notamment dans, je me rappelle l'ex-délégué interministériel à l'économie sociale disant, dans une de ses propos appuyés d'ailleurs par le groupe Borrello, le petit est l'ennemi de l'efficacité, quoi. Donc, est-ce qu'on se dit, est-ce que tout ça est concomitant? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que historiquement, il se passe des choses sur l'éclosion et l'émergence de l'économie sociale, la grosse économie sociale, et de ces appels à projets? Est-ce que tout ça tombe pas assez bien, finalement, dans la chronologie? Je ne sais pas qui est complice de qui. Voilà. Luc Roussel aussi de la Fédé. Moi, grand merci Denis et Annette pour vos propos. Moi, je suis très très marqué là. Enfin, merci d'avoir replacé le contexte, notamment sur pas simplement le côté négatif des appels à projets, mais en quoi ça peut être un levier en termes d'innovation, de créativité, et tout. Simplement, moi, ce qui me marque quand je regarde sur 20 ans, c'est qu'au final, l'appel à projet a joué un rôle de stérilisateur des territoires et non pas de fertilisateur. C'est qu'en fait, on regarde que les moyens, ils ne vont pas là où il y a le plus de besoins. Les moyens, ils vont là où il y a le plus d'ingénierie et d'entre-gens politiques. Et donc, au final, l'appel à projet contribue à un réel déménagement du territoire. Et donc, je me demande si on n'a pas, nous, un plaidoyer à faire sur une réelle politique d'aménagement du territoire, s'appuyant sur d'autres formes d'alliance entre le fait associatif et les pouvoirs publics.
Oui, pardon. Je n'ai pas allumé le micro, donc il marche moins bien. Je peut-être entamer une série de réponses sur les différentes interventions. Il y a la relation entre ce contexte de politique publique et puis, on ne peut pas dire l'émergence de l'économie sociale et solidaire parce qu'elle existe depuis fort longtemps, mais en tout cas, elle est mise en avant depuis, peut-être d'une façon différente depuis moins longtemps. Voilà, j'ai retenu ça, mais il y avait d'autres interventions sur la question aussi de la part des techniciens et des politiques dans les décisions, dans les collectivités. Ça s'adressait à vous, Denis, je crois. Oui, alors je vais reprendre dans l'ordre et rapidement les 4 interventions, parce que la première, effectivement, merci au directeur de la MRES, était à la fois un commentaire, mais en même temps un questionnement. Oui, je crois que la transition est dans la même situation que le social à l'époque, c'est-à-dire un champ à investir très fort, dans lequel les collectivités ne sont pas forcément aptes à installer elles-mêmes les solutions. Elles ont besoin de l'associatif et de l'émergent et de l'ascendant. Par contre, il n'est pas fatal qu'elles soient en juxtaposition. Encore une fois, je reprends le dernier terme que j'avais évoqué il n'est pas fatal que les donneurs d'ordre des collectivités, qui ont toutes des questions de transition à traiter au niveau local comme national, européen, soient en juxtaposition. On pourrait prendre l'exemple des personnes âgées, du domaine des personnes âgées, où la loi a institué une conférence des financeurs, qui correspond finalement à ce que j'évoquais du tour de table sur l'économie tout à l'heure. C'est-à-dire que on incite les différents donneurs d'ordre nationaux, locaux, régionaux, départementaux à se mettre autour de la table pour examiner des projets ensemble. Le grief qu'on peut leur faire souvent, c'est qu'elles ne soient que sur l'écume, c'est-à-dire sur des projets complémentaires et pas sur le formel. Mais en tout cas, pour vous, monsieur le directeur de la MRES, je pense que la question d'une idée des conférences de financeurs dans chaque domaine serait intéressante pour examiner ensemble à plusieurs financeurs des projets venant de l'ensemble. Aux collègues de la NEF, le pourcentage technicien et élu, je dirais que ce n'est pas tellement propre à petite ou grande collectivité. Peut-être même que dans les grandes collectivités, le rôle du technicien est encore plus fort que dans les petites collectivités, parce qu'il y a des armadas excusez-moi le terme, j'en ai dirigé 3000, mais d'agents qui sont aptes à faire des propositions. Et je dirais que quand vous avez dans une collectivité départementale comme celle où je travaillais, la loi limite à 13 vice-présidents sur un département de 760 000 habitants. Quand vous n'avez que 14 élus, le président et 13 vice-présidents, et que vous avez 3000 agents, vous imaginez bien la part du technique et la part du politique. Les journées n'ont que, allez, mettons 12 heures si on ne veut pas les limiter à 8 heures. Et donc, le temps passé par les élus, il est forcément très mathématiquement réduit. Et du coup, oui, les techniciens ont une énorme part, d'où le travail de formation aussi, CNFPT et autres, sur la question des appels à projets. Et le plaidoyer, votre plaidoyer doit s'adresser au moins autant aux technos qu'aux élus. Parce que les élus n'auront que 12 heures par jour et à 13, ça ne fait pas beaucoup d'heures dans la semaine par rapport à 3000 agents. À Thierry, bonjour à Thierry et Luc, que je connais par ailleurs, mais à Thierry, je ne pense pas que ça soit un hasard. Tu faisais provocation, est-ce que c'est un hasard si l'ESS prône et si l'ancien délégué à l'économie sociale et solidaire prônait le gros plutôt que le petit et pour répondre sur le même humour que toi, c'est sûrement pas un hasard que je n'ai jamais été d'accord avec lui. C'est-à-dire que je pense qu'il prônait beaucoup pour sa chapelle, et on la connaît, c'est plutôt une cathédrale. La question du raccourci entre efficacité et taille de structure, excusez-moi, mais les décennies passées ont montré que ce n'était pas nécessairement une évidence. La question est plutôt, l'efficacité aujourd'hui se pose, et exactement pareil dans la transition qu'a évoqué le collègue de la MRES, sur la question de la capacité d'adaptation aux réalités territoriales. Et des grands groupes savent le faire, des petits acteurs savent le faire, et on a aussi des petits acteurs qui oublient la réalité territoriale, et des grands acteurs, évidemment, qui l'oublient et qui la laminent ou qui l'écrètent. Donc la question et ça termine sur la remarque du déménagement du territoire de Luc,
Roussel, c'est la question, c'est pas fatal. Un appel à projet peut très bien intégrer, et ça dans votre plaidoyer vous pouvez le porter aussi, la dimension du maillage territorial qu'a évoqué le président. La dimension de l'ancrage territorial peut être l'un des critères de jugement de l'offre et du projet. Je n'interviendrai pas pareil si je suis, excusez-moi de le citer, mais puisque on a cité son président fondateur, si je suis groupe SOS et que je viens en Meurthe-et-Moselle racheter tous les établissements qui bougent et surtout qui peinent et qui s'enfoncent financièrement et qu'on fait des propositions soi-disant, excusez-moi cette attaque, mais quand même, je l'ai vécu en réel, soi-disant sans fonds publics, quand par ailleurs on demande de récupérer tout le patrimoine qui a été financé 3 ans avant par les fonds publics, c'est pas sans subvention publique, c'est avec les subventions publiques passées, on récupère du patrimoine à 0 € et ça fait un fonds de roulement énorme pour une grosse boutique. Donc il y a toujours de l'intervention de fonds publics, quel que soit le système. Et la question du déménagement du territoire se règle par la mise en place de critères d'ancrage territorial dans lesquels le monde associatif peut jouer sa carte. Parce que, sous réserve, comme le disait Annette, qu'il soit bien ancré territorialement, qu'il n'ait pas des administrateurs factices, qu'il ait des vrais administrateurs engagés, des présidents solides, plus solides et primordiaux par rapport à leurs directeurs, que le monde associatif soit dirigé par des dirigeants associatifs, par les administrateurs. Et donc, si on a ça, on a de l'ancrage territorial, et c'est pas forcément le déménagement du territoire, c'est une antidote au déménagement du territoire que de mettre comme critère des AMI, des appels à projets ou des conventions, la question de l'ancrage territorial. Merci. Peut-être, Annette, une réaction, si vous le souhaitez. Oui, juste un bref rebond quand même. Moi, je pense que ce qui a aussi beaucoup changé, c'est le rapport à l'expertise. Pendant tout un temps, on accordait aux associations une certaine forme d'expertise sur les besoins des populations. Et donc, aujourd'hui, on a le sentiment quand même que l'expertise a changé de camp, et pour aussi être un peu médisante, l'organisation de l'expertise, elle se fait plutôt par des cabinets conseils que par une véritable observation sociale telle que pouvaient la réaliser les associations. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous sachions, notamment par le lien que nous entretenons avec les personnes concernées, faire valoir dans le débat la dimension expérientielle. Alors, on voit bien qu'on est dans un risque de dérive actuellement, puisque les collectivités locales souhaitent créer des comités d'usagers, c'est pas inintéressant, mais c'est quand même une représentation individuelle et pas une représentation collective des besoins des personnes. Et je pense que les associations doivent, dans ce débat entre les associations et les pouvoirs publics, faire valoir, et avant de faire valoir, organiser leur capacité d'observation sociale. Et la deuxième dimension, c'est la réalité de l'impact social des actions qu'elles mènent. Or, quand on regarde tout compte fait dans la dynamique, appel à projet, évaluation, reporting, on voit bien qu'on est très préoccupé du quantitatif et que la question de l'impact social est très peu valorisée du côté du qualitatif. Donc je pense que effectivement, cette question de l'impact social, elle nous renvoie directement à la question du territoire, de ce qu'on produit pour les personnes, dans la proximité, etc. Et donc on voit bien qu'on a là sur notre propre pouvoir d'agir, entre guillemets, un certain nombre de pistes pour, entre guillemets, exister. Voilà. Peut-être qu'au moment de conclure, et sans vouloir faire un peu savant, moi je me suis toujours beaucoup inspiré de ce que dit Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dit la relation d'aide, c'est une relation asymétrique non hiérarchique. On s'est laissé embarquer et peut-être que les appels à projets ils sont pour quelque chose, dans une représentation assez hiérarchique de notre relation avec les pouvoirs publics. Et ils nous ont un peu aidés à cela. Et ben je pense qu'il faut qu'on en sorte et qu'on récupère notre pouvoir d'agir. Je pense qu'on a plein d'endroits pour le faire. Voilà.
Merci, c'est une super conclusion. Bien, merci. On va conclure comme ça cette première table ronde et puis enchaîner avec la deuxième sur plus spécifiquement la question des consortiums. Et alors moi je vous quitte et je vous souhaite une bonne poursuite de vos travaux. Bien, merci encore vraiment aux trois intervenants et intervenantes d'avoir été avec nous et d'avoir apporté vos éclairages. Bonne poursuite. Merci à vous, au revoir. Au revoir.